Bonsoir, émoi, consternation, stupeur était au rendez-vous hier au lycée technique de Colbison, un apprenant qui s'en prend violemment à un éducateur, un professeur de mathématiques qui perd la vie suite alors qu'il donnait son cours de mathématiques aux élèves de la classe de 4e espagnol. Comment comprendre cet acharnement ou alors comment comprendre cet état des choses? Est-ce que le concerné, c'est-à-dire le jeune en question, âgé de 15 ou 16, 17 ans, on n'est pas encore fixé normalement exactement sur son âge. Qu'est-ce qui a pu bien arriver? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment comprendre les tenants et les aboutissants de ce drame? Aujourd'hui, on va essayer de débriefer sur cette question pour mieux comprendre cela. Nous avons fait venir des jeunes spécialisés également dans leur domaine. Nous avons ce soir le président du conseil les appeler, je crois que c'est bien cela, monsieur Chris Grimatol, je crois que je ne peux pas accrocher votre nom. Monsieur le Président, bonsoir, bienvenue. Bonsoir, monsieur Boubangomna. C'est du mal à vous localiser. C'est le président des jeunes appelés parce que ça fait un peu comme église réveillée. C'est quoi exactement? C'est le président des appelés du service civique du Cameroun. Pour être appelé, on est naturellement jeune. Donc, monsieur Ngomna, merci de nous avoir invités à cette émission et je profite pour souhaiter bonne année à vos invités ici sur le plateau et à vos nombreux téléspectateurs qui nous regardent. Merci. Je précise que vous êtes à la tête d'une importante organisation qui regorge en son sein environ 14 800 jeunes appelés, c'est bien cela? Oui, c'est exact. Les jeunes appelés sont depuis 2014, le début de la formation des appelés du service civique, à nos jours 14 800 formés au rayonnement moral, ceci sur l'ensemble du triangle national et par l'agence du service civique national de participation au développement, qui est l'organe en charge de promouvoir les valeurs civiques, patriotiques et d'intégration nationale dans notre pays, le Cameroun. Concrètement, votre mission consiste à faire quoi exactement? Vous parlez du réarmement, vous parlez de l'incivisme, vous faites quoi exactement? Eh bien, notre mission sur le terrain, à l'issue de notre formation, c'est de réarmer moralement les jeunes, notre environnement immédiat. Il faut donc l'impacter à part des bonnes habitudes républicaines, le respect des civilités, le respect des institutions, le respect des autorités établies, le respect même des aînés. Vous voyez, ça va à l'encontre de tout ce qui se passe actuellement dans nos établissements, où on aura certainement l'occasion d'en parler, où certains jeunes et même adultes prennent certaines libertés qui sont contre la morale. Donc c'est en cela que les institutions de notre pays, en l'occurrence la première, le chef de l'État, a trouvé bon de réactiver le service civique en 2010 après une loi préalablement votée à l'Assemblée nationale
qui l'autorisait donc à réactiver le service civique sous l'appellation l'Agence du service civique national de participation au développement. Merci Monsieur Nguibatol d'avoir accepté notre invitation. Le politique est aussi concerné par ce drame. Nous avons fait venir deux hommes politiques, l'un du RDPC et l'autre du MRC. On commence par celui du RDPC qui est aussi là avec nous. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir Bobangona. Bonsoir à tous les téléspectateurs de Canada International. Vous allez me permettre de prendre cette seconde de civilité pour malheureusement adresser toutes mes condoléances à la famille de cet enseignant. Que le nom ne quitte plus nos esprits. Jomi Tchakounte Boris de ce lycée de Colbison qui a été froidement assassiné, comme nous allons le parler tout à l'heure. J'adresse donc toutes mes condoléances à la famille, sa famille nucléaire et puis sa famille professionnelle. Benoît Fediou, vous êtes du RDPC, communicant du RDPC désigné par le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, c'est bien cela? Exact. Merci d'avoir accepté notre invitation. Lui, c'est Nelson Tada, qui n'est pas très loin de Nelson Mandela. Il est du MRC. C'est un ingénieur. Il ne faut pas vous fier à sa jeunesse. Ingénieur du génie civil, je crois que c'est bien cela. Ingénieur de travaux du génie civil, c'est ça. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Plaisir pour moi. Alors, c'est la première fois sur plateau de Canal 2. Exactement. Ok. Merci d'avoir accepté notre invitation. Lui, c'est Monsieur Science sur ce plateau, anthropologue, par ailleurs enseignant de PS aussi, homme multidimensionnel, ancien champion du Cameroun, de lutte, de judo. Docteur Tchomo, bonsoir, bienvenue. Merci bien de l'invitation, Bouba. Une fois de plus, heureux d'être sur ce plateau. Mais cette fois-ci, c'est pas du tout gai, quoi. Donc, nous venons peut-être pas seulement pour magnifier l'enseignant, et surtout pour dire non à ce qui vient de se passer en Colbison. Quel que soit lambda, comme on dit en mathématiques, on ne peut pas apprécier un geste qui conduit à la mort d'un individu. C'est vraiment inacceptable. Nulle part dans le monde, on ne peut magnifier un tel acte. Ouais. Mais une petite anecdote vous concernant, vous particulièrement, vous avez été enseignant DPS dans le lycée et collège, même à l'INJS, enseignant à l'INJS. Vous avez une particularité, vous ne badinez pas avec vos élèves et vous les traitez à la main. Ah oui, bon, c'est vrai que de par ma formation, c'est vrai, on essaye... Bien qu'on soit enseignant, on tient un peu nos étudiants à distance, quoi. À distance, peut-être, bon. J'aurais pu être à la place de Tchakounte. Je pouvais, peut-être, malheureusement, accepter ce coup. Ou l'éviter aussi, c'est aussi possible, de par ma formation. Mais toutefois, je dis, je suis Tchakounte. D'accord. Ok, merci, cher monsieur. On va essayer de comprendre un peu les tenants et les aboutissants de cette affaire. Vous, en tant que jeune, quand vous avez appris cette nouvelle hier, qu'est-ce que vous avez ressenti? Eh bien, monsieur Ngomna, merci encore de nous passer la parole. C'est vrai que, avant de répondre, je voudrais également partager la peine de la famille éprouvée, parce que investir sur un enfant, dès qu'il commence le travail et il disparaisse comme ça, c'est pas très aisé pour les parents. Lorsque nous avons appris cette macabre situation, nous avons été très effrayés, parce que d'apprendre que c'est un élève de 5e qui... C'est 4e, je crois. 4e espagnol. 4e espagnol, qui se permet de faire cela non seulement à son aîné, mais davantage à son enseignant, celui qui est censé lui apporter le savoir. Vous comprenez que quand on se souvient encore de ce que nous enseignons, en l'occurrence mon
Maître Koumende nous disait qu'après Dieu sur la terre, c'est l'enseignant. Et nous voyons dans l'enseignant un homme au-dessus de tout. Et que par un geste comme celui-là, il soit fauché, c'est davantage douloureux et ça nous peine beaucoup. Nous sommes trop attristés face à cette situation qui en est de trop aussi dans notre pays. Alors Nelson, quand on essaye un peu de revenir en arrière, on écoute un peu les témoignages des uns et des autres par rapport à cette affaire, on se rend compte que l'élève en question n'était pas un élève facile, donc difficile un peu, qui menacerait les enseignants. Les autres enseignants se plaignaient d'ailleurs de son comportement. Et le professeur de mathématiques en question, lui, avait demandé à cet élève de ne plus assister à son cours, mais cet élève est venu au cours et a commencé à pianoter sur son téléphone. Et du coup, on se pose la question, comment on fait pour avoir accès à la salle avec un téléphone portable? Bon, je commencerai d'abord par, nous sommes le 15, à avoir une pensée pour Ernest Ouandjé. Oui, qui avait été froidement assassiné le 15 janvier pour ses convictions, pour ses luttes pour l'indépendance réelle de ce pays. Et aussi passer mes salutations, mes condoléances vraiment les plus attristées à la famille du jeune, parce que cet enseignant de mathématiques est pratiquement de ma tranche d'âge. Donc je peux savoir un peu dans quelle situation sa famille peut se trouver là maintenant. Maintenant, passer ces préliminaires, je dirais, c'est un problème de système en fait. Il y a un problème de système dans notre pays. Vous allez voir, c'est pas compliqué de trouver les causes de ce genre de situation-là. On peut remonter à la rentrée, toutes les rentrées. En septembre, il y a une petite bataille qui se mène dans les établissements publics au Cameroun. C'est l'achat des places. Ça veut dire qu'il n'y a plus de casting en fait. Il n'y a plus de casting. Les conseils de classe ne servent plus à trier les élèves par rapport à leur dossier, non, mais plutôt à faire passer les listes de X ou de Y, moyennant un certain montant. Au plus offrant. Au plus offrant en fait. Oui, le concours en fait. On ne tient pas compte de certains critères. De certains critères. À l'époque, quand je vais dire à l'époque, je vais parler très loin dans l'époque, quand nous autres nous étions au lycée, il y avait ce qu'on appelait la conduite, la note de conduite dans le bulletin. Donc en fait, à chaque fois que tu commettais un délit au sein de l'établissement, tu étais noté. Donc à la fin, quand ton parent prenait ton bulletin, il commençait par la conduite. Et en fin d'année, quand tu avais accumulé un certain nombre de mauvaises notes, tu étais exclu. Et avec cette exclusion, tu ne pouvais pas avoir accès à un autre établissement parce que le transfert devait mentionner le motif de ton exclusion. Alors, on est arrivé à un moment, à un niveau où, dans nos établissements, il ne suffit plus d'être un bon élève pour être accepté. Il ne suffit, quand il parle de bon élève, c'est pas forcément le meilleur en mathématiques ou le meilleur en physique, mais celui-là qui a une conduite assez honorable, assez respectable. Il suffit d'avoir un 100 000, un 50 000. Les prix sont connus. Il y a eu tous les scandales possibles ici. Ça n'a ému personne. On n'a pas vu les pouvoirs publics se gêner. On a les parents d'élèves, moi-même qui vous parle, si je suis parent d'élèves, du fait de la situation de notre pays, plusieurs jeunes comme moi sont obligés de tirer leurs petits frères, et de ce fait, je suis parent d'élèves. Moi j'ai même eu à appeler la CONAC pour dire, mais ça ne va pas. Ça ne va pas. On est obligé d'acheter les places, on est obligé de négocier. Même quand tu viens avec un dossier solide, on te dit achète le banc. Quand tu dis, bon, moi je suis un ingénieur, je peux fabriquer un banc et venir déposer, on dit non, ça se donne à main propre au chef d'établissement. Voilà comment on évacue, on écarte les élèves potentiels qui pouvaient avoir une bonne conduite en fonction de leur dossier pour prendre de l'argent et puis prendre des élèves récidivistes comme ce dernier. Et il faut aussi qu'on note, que dans notre société, on a désacralisé l'enseignement. De l'école primaire jusqu'au système universitaire, on a désacralisé l'enseignement. Ne devenez pas enseignant à l'époque qui voulait, mais qui pouvait, qui avait la vocation de devenir enseignant. C'est devenu un gagne-pain, en fait. C'est devenu un gagne-pain, c'est devenu une façon de se chercher. Et dès que c'est comme ça,
Même l'enseignant qui doit donner le cours d'éducation civique ne le fait plus par conviction, ne le fait plus parce qu'il aime la chose. Il ne fait plus par vocation. Il fait juste parce qu'il veut gagner son pain. Alors il ne s'attarde pas sur la morale, il ne s'attarde pas sur les valeurs éthiques. Et c'est comme ça qu'on a cette répétition d'événements. Et il faut aussi dire que à la rentrée, au cours de l'année 2019, on a eu un cas, un élève qui a été poignardé par son camarade. On a pleuré 1 ou 2 journées, puis c'était terminé. On ne s'indigne pas assis dans notre pays. Et parce qu'on ne s'indigne pas, on ne prend pas les mesures qui vont avec. Vous voyez? Et avec ça, on aura beau pleurer. Mon jeune frère qui est parti tout à l'heure là, demain, dans 1 semaine, dans 2 semaines, dans 3 semaines, parce que les Camerounais ne s'indignent pas. Parce que quand ils ne s'indignent pas, les pouvoirs publics ne sont pas sous pression. On aura encore les mêmes conséquences. Alors, Benoît, entend parler, Nelson, c'est le système qui est le problème. En fait, s'il avait une approche différente de ça, ça allait m'étonner. Mais je voudrais dire tout simplement que j'ai comme impression que ce que nous recherchons déjà, c'est de voir comment on est arrivé là et comment on se trouve dans une société en site décrépitude avancée. Moi, je crois tout simplement que ce qui vient de se passer là, ce n'est pas seulement la faute du système. Je ne voudrais pas dédouaner le système. Ce n'est pas la faute de l'enseignant seulement. Ce n'est pas la faute de l'élève, c'est la société tout entière. Voyez-vous, Bobangona, nous vivons aujourd'hui dans une société où on n'arrive plus à se comprendre, où la violence est devenue un fait banal. Vous allez voir même notre gestuelle, parce que tout ceci compte dans une société comme la nôtre. Même le gestuel qu'un parent doit utiliser devant sa progéniture, ça doit avoir un caractère pédagogique. Je ne voudrais même pas ici parler de la manière de s'exprimer envers ses enfants ou envers les autres. On a des enfants aujourd'hui qui ils passent toute leur journée non seulement accrochés derrière cette nouvelle technologie qu'on a embrassée accidentellement. Je ne voudrais pas convoquer ici ce produit très prisé qui est le téléphone, le smartphone, où l'enfant, une fois qu'il glisse dans la chambre, il peut entrer en contact direct avec le Satan sans que vous ne soyez au courant. Il peut faire tout ce qu'il veut. La télévision, on ne peut pas prendre le temps de visionner ce qui peut vous procurer une information, mais l'enfant est déporté tout simplement dans des programmes qui portent à la violence. Et nous-mêmes, au quotidien, vous allez me permettre de faire dans la digression, en quelques secondes, pour faire appel, pour illustrer mes propos de ce soir par le comportement ou le discours encore que vient de professer un leader d'opinion il y a quelques jours. Voyez-vous, l'actualité s'y prête. On a eu la sortie ici du ministre de l'administration territoriale qui ripostait à certains hommes politiques qui, depuis, non seulement ont annoncé le boycott aux élections, mais prônent le boycott et menacent même ceux qui auront envie d'aller manifester leur devoir, qui est celui de vote. Alors, il s'est exprimé de manière prosaïque en disant, vous pouvez boycotter les élections, c'est de votre droit, c'est la démocratie. Mais prônez le boycott ou encore empêcher quelqu'un d'aller accomplir son devoir, vous allez trouver les muscles du gouvernement en place. Alors, quelques heures plus tard, un leader d'opinion, aussi respectable qu'elle soit, une icône, on pourrait le dire ainsi, du droit, est sorti à la personne de Maître Alice Combes, qu'on la connaît de célébrité en matière, n'est-ce pas, de promotion de droits, même si c'est les droits de ce qu'on n'aime pas trop prononcer ici, parce que même notre constitution ne l'admet pas. Ah, quel est le parallèle? Moi, je vais vous donner le parallèle. Je vais vous dire. Vous allez voir là où je vais arriver. Je suis même là déjà. Alors, elle sort et elle réplique. Je vais boycotter et je vais prôner le boycott. Attends, je viens m'arrêter. Alors, ça, nous avons un enseignant tout près de nous. Ça, c'est un discours qui a une pédagogie négative.
À l'heure où elle prononce ce discours, elle a détruit au moins 500 âmes. C'est une violence qu'elle applique là en direct. Si déjà nous sommes face aux jeunes, nous leur apprenons à braver l'autorité. Nous leur apprenons à défier l'autorité. La première autorité qu'un enfant rencontre, c'est son éducateur, c'est son instituteur. Alors, l'enfant part de la maison avec cet esprit de braverie. Et on se retrouve habituellement dans tout ceci. Vous avez vu aujourd'hui, nous parlons là du cas du jeune Njomi Tchakounte. Dans la même journée, dans les mêmes heures, on se retrouve avec autant de cas de violence dans des établissements. Alors, donc, ce qui se passe là aujourd'hui, la société est responsable. C'est un niveau de décrépitude de la société dont toute personne se veut, au-delà de nos différences politiques, de nos étiquettes politiques, tout le monde se doit de convoquer, n'est-ce pas, la réflexion, n'est-ce pas, de nos comportements. Et enfin, il faudrait un seul, pour qu'un temps soit peu, que nous essayions de comprendre que l'enfant que nous avons à la maison, c'est la matière, c'est ce qui nous coûte le plus cher. Aujourd'hui, on a les parents, nous connaissons, au regard de notre contexte économique, qui ne permet plus aux parents de donner tout leur temps pour éduquer. On pourrait vite trouver un parallèle par là. Mais cependant, quand on retrouve encore que même dans des familles les plus huppées, on a encore ce genre de délinquance, on comprend tout simplement que le parent a démissionné de son rôle. La société est en panne, il faut refaire encore nos mentalités. Docteur Tchomo, comment comprendre qu'un tel acte soit arrivé, un jeune qui apparemment est le cadet de l'enseignant, c'est-à-dire 16-17 ans, l'enseignant en avait 26, et qu'il en vienne à utiliser son matériel de travail, le compas, pour poignarder, on va dire ainsi, par 2 fois son éducateur. Merci Bouba, déjà je fais mienne les analyses des 2 compatriotes, des panélistes. Comme le disait mon ami de l'autre côté, l'école c'est devenu quoi? L'école en réalité, le côté sacré de l'école n'existe plus. Vous voyez, l'école était sacrée, l'école vraiment c'était un lieu de sacralisation, pas seulement du savoir, au-delà des savoirs savants. On a perdu le savoir-vivre. On a perdu le savoir-être. Vous voyez? Et même le savoir-faire. Comme il a dit tantôt, le panéliste de gauche évoquait la démission des parents. C'est vrai qu'en dehors du père, vous passez beaucoup plus de temps avec votre maître, avec votre enseignant. À notre époque, nous avons vraiment peur du maître. Au point où même quand vous étiez directeur, vous étiez ingénieur et tout, quand vous voyez votre maître, vous l'appeliez toujours avec révérence, monsieur, monsieur, toujours prêt à baisser la tête. Mais aujourd'hui, peut-être le fait qu'on ait clochardisé l'enseignant, vous voyez, pousse l'élève à le considérer comme un moindre que lui. À défaut de prendre l'enseignant comme son petit copain, on le prend comme quelqu'un de moins que soi. Et c'est l'élève. Puisque l'élève partage les mêmes endroits, les mêmes tours de dos que l'enseignant. Il boit les mêmes jus que l'enseignant. Même les jus faits traditionnellement qu'on connaît tous. Ils cherchent même les mêmes femmes. Voilà, parfois, ils vont s'attaquer aux mêmes copines. Comprenez que cette distance, elle n'est plus, si vous voulez, nous ne sommes plus à la verticale, nous sommes à l'horizontale aujourd'hui. Nous sommes à l'horizontale. Et dès que nous sommes à l'horizontale, toute considération disparaît. Comment se fait-il que, comme il l'a dit tantôt, quel est le rapport entre un élève et son enseignant? Est-ce que c'est un rapport de père à fils? Déjà que, comme je l'ai dit tantôt, nous passons plus de temps à l'école qu'à la maison. Déjà, comme il a dit aussi, le parent a presque démissionné. Très peu de parents demandent à leur enfant, qu'est-ce que vous avez fait à l'école aujourd'hui? Qu'est-ce qui s'est passé à l'école? Au moins, même par, entre guillemets, erreur, l'enfant pouvait dire non, mais j'ai eu des soucis avec tel maître, ainsi de suite. Et même quand l'élève le dit, s'il a eu des soucis avec
son maître ou son enseignant, au lieu que le parent se rapproche de l'enseignant, vous voyez, il va plutôt à l'école pour menacer l'enseignant. Nous l'avons vu à Garoua. Nous l'avons vu à Garoua. Un enseignant qui, entre guillemets, a corrigé un élève. Les parents se sont appris à ce monsieur, c'est devenu une affaire d'État. Alors, qu'est-ce que l'enseignant doit faire dans ce moment? Il doit se recouvrir. Il entre dans sa coquille. Et c'est la même attitude aujourd'hui avec la police. La police vous voit. Vous êtes en train de bagarrer dans la rue. Le policier se retire. Vous êtes en train de jouer aux cartes dans la rue. Le policier, vous voyez, se retire. Vous avez même un couteau dans la rue. Un policier peut même passer. Soit il appelle les unités spéciales, ou parfois il fait appel à d'autres corps spécialisés et tout. Mais il dit non. Si je mets la main dans cette histoire, ça peut me caler au cou, comme on dit. Donc chacun a démissionné. Et le grand frère l'a dit tout à l'heure, la démission n'est pas que... C'est la démission de tout un système, de tout le monde, de toute la société. L'enfant, à notre époque, était éduqué par la société. Monsieur Bouba, quand vous posiez un acte, on n'attendait pas que votre parent vienne. On vous corrigeait sur le champ. Et lorsque vous alliez dire à votre père, j'ai été bastonné par tel voisin, il ajoutait encore, quand vous vous plaignez du maître, le parent vient à l'école, au lieu de vous corriger devant le maître, il s'en prend au maître, il se met à engueuler le maître, il le menace de prison, et parfois même les enseignants sont passés au tribunal. Ça, on l'a vu ici. Or, le parent devait avoir une complicité avec ses enseignants. Combien de parents connaissent le surveillant général? Combien de parents connaissent l'enseignant de leur fils, connaissent le maître de leur fils? Personne. Ils se fichent de l'enseignant. Et l'enseignant, de son côté, qu'est-ce qu'il va faire? Il va démissionner. Il va démissionner de son rôle de père. Puisqu'à une époque, on savait que l'enseignant était, entre guillemets, comme il a dit, après Dieu, c'était l'enseignant. Le parent passait même après. On avait plus peur de l'enseignant que de son père. Mais regardez aujourd'hui. La pauvreté aidant aussi, l'enseignant est devenu un jouet. On le manipule comme on veut. On l'engueule en pleine cour. Il y a même des anciens élèves qui attendent les heures de pause. Ils reviennent dans l'école. Parce que vous avez eu un antécédent avec votre camarade. Il fait appel à ces gros bras, entre guillemets, qui viennent vous menacer à l'école. Au vu au su de tout le monde. Si vous n'avez pas un surveillant général un peu costaud, mais tant pis pour l'école. L'enseignant aussi fuit. Qu'est-ce qu'il va faire? Alors, avec l'aide de la réalisation, Léonard va peut-être nous montrer ces armes blanches qu'on retrouve dans ces lycées et collèges. On les a en image, des couteaux, des lames, et des armes blanches, des élèves qui réussissent à entrer dans des établissements avec ces armes et pour aller parfois, on va dire entre guillemets, venger leurs amis, parce que parfois ils font des représailles aux enseignants qui leur font souvent des remontrances par rapport à leur comportement, par rapport à quelques problèmes de civisme. Alors vous, est-ce que vous n'avez pas le sentiment qu'il y a quelque chose à faire de ce côté-là? Naturellement, M. Ngomna, il y a quelque chose à faire, il y a même beaucoup à faire sur le plan de la promotion des valeurs civiques morales dans notre pays. Parce que c'est ça le problème. Il faut investir sur la promotion de ces valeurs-là, sur le respect des autorités, le respect des aidés, le respect de l'enseignant. Je voudrais également, pour continuer, dire quelque chose sur ce que mes prédécesseurs ont dit déjà. Rappeler ici que l'éducation de l'enfant est portée par 3 compartiments. Nous avons déjà la famille, l'environnement et l'école. Si au niveau de la maison, le père qui est le chef de famille, assisté de la mère, ne prennent pas leurs responsabilités, on aura donc le résultat qui prévaut. Parce que si un parent a un enfant qu'il ne maîtrise pas,
il ne sait pas que son enfant est un dealer, il ne sait pas que son enfant a des armes blanches et qu'il vienne s'étonner devant tout le monde, c'est pas sérieux, ça veut dire que c'est un parent irresponsable. Maintenant, l'environnement aujourd'hui, ce problème est même mondial parce que nous, à notre époque, on nous fouettait à l'école. Hein, on savait que quand tu fais une bêtise, toi qui joues au grand là, on va t'humilier devant tes camarades. Et ça fait le lundi matin. Ça fait que les uns les autres essayaient un peu d'être sérieux. Maintenant qu'on nous parle des affaires des droits de l'homme, des droits de l'enfant, c'est vrai que l'enfant a ses droits, mais il ne faudrait pas que les droits se transforment en libertinage. Parce que c'est ça aujourd'hui qui accourt dans notre société. Il faudrait donc que ces trois compartiments que sont la famille, l'environnement et l'école prennent leurs responsabilités. Un élève est un disciple qui apprend auprès de son maître. Il ne doit donc pas être celui-là qui va à l'encontre de celui qui doit l'enseigner. Ça veut dire quoi? Lorsque vous posez la question, il y a quelque chose à faire. Il faut promouvoir, je dis, intensifier l'action civique que mène déjà le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique et soutenu par l'agent du Service civique national de participation au développement. Parce que si les jeunes de cette tranche d'âge étaient davantage initiés au service civique, je crois que les comportements iraient dans le sens plus acceptable que ce que nous voyons aujourd'hui. Parce que nous avons des appelés dans des établissements qui animent les clubs d'éducation civique, qui amènent les uns les autres à comprendre ce qu'il faut faire, surtout pas ce que nous voyons là. Parce que quand vous voyez ces images, vous voyez, les jeunes ont accès aux couteaux. Comment cela est possible? Nous savons là où on vend ces couteaux, c'est ici à la brique. Comment ils font pour acheter ces couteaux? Ils devraient avoir un contrôle rigoureux et strict sur cette affaire. Parce que et comment ils font même pour entrer dans les établissements avec ces couteaux? Ça questionne encore le niveau de sécurité dans les établissements. Parce que s'il y avait un policier ou deux policiers à l'entrée, je serais un peu plus sérieux. Mais quand on prend des gens qui n'ont aucune formation, qui sont sensibles à un billet de 500 pour boire le kitoko, vous pouvez voir que bientôt on aura peut-être des armes nucléaires qui vont entrer dans les établissements et tout. Les écoles ne doivent pas se transformer en Far West, parce que c'est au Far West qu'on se comporte comme ça, où il y a le retour et tout et tout. Donc nous interpellons donc la famille, les parents en premier, parce que si un parent ne corrige pas son enfant, la Bible même le dit, frappe ton fils de la verge, il n'en mourra pas. Si les parents ne prennent pas leurs responsabilités et accusent la société, Dieu va les accuser au dernier jour. Merci. Alors, est-ce que nos écoles ne sont pas devenues finalement des passoires où on y retrouve un peu de tout? Bon, parce que je suis politique, je ne saurais laisser sans revenir sur les propos du coordinateur du RDPC qui n'a cessé de marteler que l'opposition, en l'occurrence le MRC et certains de leurs alliés, certains de ses alliés prônent une violence verbale. Non, je ne voudrais pas te couper. Je n'ai jamais prononcé un parti politique. C'est vous qui voulez qu'on arrive là? Il y a un parti, du moins, en fait, il y a deux partis politiques au Cameroun qui ont appelé au boycott. Le CPP et le CPP. C'est connu. Donc, quand vous n'avez pas besoin on n'a pas besoin d'aller lire en dessous des tables pour voir à qui vous... vous avez compris qu'il s'adressait à vous. Donc, vous répondez maintenant. Alors. Pour répondre à ce que vous étiez en train de dire tout à l'heure, quand vous parlez de violence verbale, vous parlez de violence dans les propos, vous avez dit, le ministre a dit, ceux qui prônent le boycott. Est-ce que prôner le boycott est un délit? Non. Alors, quand vous menacez, si ce n'est pas de la violence, je ne sais pas de quoi vous êtes en train de parler, quand la réaction est par définition un événement dû à une action. Donc, quand Maître Alice Com dit que Atangandi vienne m'arrêter, c'est une réaction. Il y a eu d'abord l'action du ministre. Maintenant, il y a la réaction de Maître Alice Com. Je vais dire pour rien, parce que prôner le boycott n'est pas un délit au Cameroun, sauf si le RDPC a
un autre code pénal. Prenez le boycott n'est en rien. Chers hommes politiques, ne nous sortez pas du débat. Je reviens sur le contexte. Revenons sur le contexte. Au niveau du contexte économique, chacun a essayé d'accuser les parents. Nous sommes dans un pays où un ministre a dit on peut vivre aisément avec 36 000. Nous sommes dans un pays où, nous sommes dans Yaoundé d'abord déjà ici, où les mototaximens pilulent et sont obligés maintenant de ne circuler que dans certains endroits. Donc vous comprenez comment c'est compliqué. Et c'est la majorité de la population qui subit ces travers-là. Même arriver ici, ce n'était pas déjà facile. Donc chaque parent, en rentrant chez lui le soir, a déjà traversé des vertes et des pas mûres avant d'arriver à la maison. Et très souvent, quand il arrive même, il n'a même pas de quoi assurer le lendemain de cet enfant-là. Donc accuser le parent, pression au quotidien. La pression au quotidien, l'état délétère dans lequel la population camerounaise vit, fait en sorte que le parent il ne renonce pas volontairement à son devoir. Vous comprenez, son devoir d'éducateur envers son enfant. Non, il n'a pas le choix. Il n'a pas le choix. Il doit se battre. Il doit se battre. Il doit rentrer à 22 heures pour se lever à 4 heures. Vous comprenez? Pendant cette tranche-là, il n'a même pas parfois le temps de voir son enfant. Et c'est un problème de système. Vous avez aussi parlé des valeurs civiques et morales. Oui, les valeurs civiques et morales, j'aimerais bien qu'on essaye de m'expliquer ce que ça veut dire dans le système camerounais. J'ai mon petit-neveu qui est rentré. À l'école primaire, maintenant, on ne dit même plus qui est premier, qui est deuxième, qui est troisième. Donc ça fait en sorte que il n'y a même plus moyen de mettre les enfants en concurrence. Parce que mon père, quand il nous élevait, il nous disait, bon, si tu es premier, tu as la crème. C'était la crème de son enfant. Donc il fallait se battre pour être premier. Et pour être premier, il fallait être un élève assidu. Parce que vous ne pouvez pas être un délinquant et être premier de la classe. Vous comprenez? Maintenant, on dit, on va mettre les A et ceci. Donc parfois, tous les enfants se retrouvent au même rang. Donc il n'y a plus, on ne promeut plus l'excellence. La concurrence. La concurrence. Et aussi, il y a la promotion des valeurs. Je pense, lui, il est du mouvement, si ce n'est pas un mouvement, c'est une entité étatique. Entité étatique. Les appeler. Je suis surpris. Je ne sais pas si 3 Camerounais sur 5 connaissent l'existence des appelés. Or, c'est toujours encore ces histoires que l'État crée et puis on essaie d'arranger les petits copains et autres là. Il y a aussi l'autre là, les députés juniors. Vous ne savez pas comment est-ce qu'on fait, vous ne savez pas quand est-ce, mais un matin comme ça, ils débarquent là, pam, on vous dit député junior et puis pam, c'est les enfants de 6, c'est cela, ainsi de suite. Or, si on venait dans les établissements, on prenait les meilleurs. Par exemple, dans la conduite, on disait, bon, vous allez vous faire former et puis vous allez... Et on communiquait assez là-dessus, histoire de faire en sorte que ceux qui s'étaient mal conduits puissent voir les bienfaits d'une bonne conduite. Vous voyez un peu, ça devait faire en sorte que ce travail devait se faire de lui-même. Parce que chez nous, à la maison, il fallait se battre pour être premier de la classe. Et on s'est habitué à ça. Vous comprenez? Alors, si l'État continue de créer des trucs pour faire, si on dit ministère de la jeunesse et éducation civique, mais il ne communique pas assez, les projets, on les découvre. Vous avez par exemple le plan triennal spécial jeune. Ça a servi à faire un peu de publicité, certains jeunes, on ne savait pas d'où ils sortaient, ils ont dit, bon, ils ont bénéficié, et puis ils vont, ce sont eux qui vont financer la campagne du RDPC. Je vais vous dire, moi particulièrement, j'ai monté un projet pour le plan triennal spécial jeune là, mais je peux plus vous dire ce que c'est devenu aujourd'hui. Nous sommes nombreux. Il y a certains enfants, même il y avait une formation qu'ils faisaient pour ceux qui n'avaient pas déjà un métier. Vous faisiez une formation. Je dis même pour recevoir l'attestation de la formation là, il fallait payer, il fallait recevoir le sous-préfet qui venait vous. Donc on vous dit cotiser pour recevoir le sous-préfet qui va vous remettre votre attestation. Avec ça, comment est-ce que vous voulez promouvoir les valeurs de l'excellence? Comment est-ce que vous voulez promouvoir les valeurs civiques si depuis le bas on se dit, bon, il faut payer, il faut appartenir à telle oligarchie pour pouvoir bénéficier d'un certain nombre de choses. Comment est-ce que l'enfant va arriver à respecter l'enseignant qui n'est rien? Parce que l'enseignant, c'est catégorie A2. L'enseignant a 200 quelque chose de 1000 de salaire. Ça, c'est celui qui est au plafond là-bas. Mais c'est quoi comparé à ce que, bon, son jeune grand frère qui est peut-être il y a l'autre truc, le Conseil national de la jeunesse, on ne sait pas toujours comment ils font, mais on arrive là, on débarque là, et puis vous avez les présidents des régions et autres là. Parfois, je vous dis, par expérience, j'ai un camarade qui est dans cette affaire, il était celui qui se comportait
le moins bien possible à l'établissement. Et c'est lui qui a été promu. Et je vais appuyer encore sur l'abcès. Et c'est lui qui a pris le maximum de temps possible pour réussir son probatoire. Moi, j'ai fait l'enseignement technique, de la base jusqu'à l'étude d'ingénierie. Oui. Donc, mais j'étais surpris de voir ce monsieur président. Je me dis, mais parce que quand on va arriver au lycée, quand il va rentrer, par exemple, nous, on organise souvent on a un groupe là, les anciens élèves du lycée technique Canada d'Hubertois. Peut-être si on peut les centraliser. Oui, attendez, vous laissez Exactement, terminer. je suis toujours à l'intérieur. C'est pour vous dire combien le système a écarté la norme, a écarté les valeurs pour promouvoir l'anti-norme, l'anti-valeur. Vous comprenez? Le système l'a fait. Et peut-être que le système ne s'en rendait même pas compte. Mais aujourd'hui, on va pleurer mon jeune frère. Mais demain, comme on a pleuré le jeune Bello, comme l'enseignant, vous avez parlé d'une enseignante, des enseignants qui sont exposés à la vindicte des parents. Mais je vais vous dire, à l'ouest, à Bafoussam, il y a une enseignante qui s'est fait bastonner par un parent, et puis elle est tombée évanouie. La suite, c'était quoi? Et s'il vous plaît, pour montrer que l'administration encore, s'il vous plaît, je vais chuter. L'administration encore une autre enseignante s'est fait intimer lors de s'asseoir par terre par un administrateur civil. Toujours pendant l'année 2019. Alors, avec ça, on n'a pas demandé de compte à ce dernier. Avec ça, vous voulez que les élèves ou les apprenants respectent les enseignants. Comment? C'est pas possible dans notre contexte. Alors, M. Benoît, le problème est profond. Il est même à la base du système qui fabrique ces monstres-là qui viennent à ôter la vie à leur apprenant. J'ai toujours de la peine à comprendre qu'on parle d'un système qui serait peut-être seul responsable de la fabrication de monstres. Je ne voudrais non plus que sur ce plateau, on assiste à un pugilat RDPC MRC, mais je voudrais tout de même dire que tant venu dans le but de pouvoir éclairer aussi l'opinion, il y a des choses qu'on ne laisse pas passer. Vous savez, nous sommes les Bantous et on dit en un proverbe bantou que lorsque vous montrez le soleil à un enfant, il regarde plutôt votre doigt. Alors, lorsque je convoque ici ce leader d'opinion, Maître Alice Con, je ne suis pas allé dans le détail pour savoir si vous, le MRC, a prôné ou n'a pas prôné. J'ai repris le discours de l'autorité de manière brève et j'ai juste ressorti l'élément qui porte à braver l'autorité. Alors, je sais, vous êtes jeunes, et je voudrais vous dire même que dans d'autres vies, l'enseignement, c'est aussi un de mes métiers. Alors, lorsque vous dites je vais faire telle chose, venez m'arrêter. C'est un mauvais discours que vous avez tenu et vous n'aimez jamais qu'on vous dise cela, vous, de votre parti, et c'est pas bon. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Même l'élargissement que vous faites dans l'analyse, allez toucher, si là, allez même toucher, n'est-ce pas, les valeurs dans le sens de recrutement. On n'est pas à ce niveau-là. Le recrutement peut même être biaisé. Ça, c'est un autre débat. Les conditions de recrutement dans un établissement, c'est un autre débat. Nous sommes là dans la mentalité dans laquelle plonge notre jeunesse aujourd'hui. Et je vous ai sorti des éléments, je vous ai parlé de la société qui est polluée dans son entièreté. Et vous les jeunes, vous êtes d'abord en première ligne. Vous n'avez qu'à visiter un peu les réseaux sociaux pour voir ce qui se dit là. Dans une société qui est animée comme ça, qu'est-ce que vous voulez? Maintenant, au niveau du système, le système seul, le système c'est qui? C'est nous! Parce que lorsqu'on parle du système, lorsqu'on parle de l'État, vous avez souvent tendance à faire croire que l'État, c'est un coup de baguette magique. Alors, il y a un émetteur, il doit avoir un récepteur. L'État peut prendre toutes les dispositions possibles. Quand on a donc des individus, par exemple, qui sont en train de vous dire, lui c'est qui? J'ai entendu le sous-préfet a dit qu'on ne marche pas, on va marcher. L'autre a dit qu'on ne parle, je vais parler. Ils viennent m'arrêter. C'est-à-dire que c'est très simple comme un bonjour de comprendre que vous êtes en train de dresser, de révolter la jeunesse, sans savoir dans quel sens. Vous croyez que vous le faites en politique, mais vous le faites dans la vie. Et maintenant, quand vous ramenez ça à l'école, ça nous donne quoi pour revenir à l'école? Effectivement, quand on arrive avec ces violences à l'école. Oui, quand on apporte ça, on transporte ça à l'école, ça nous donne donc cette étincelle dont l'enfant, face à l'autorité qui est sa première autorité, qui est son maître, n'a plus, n'est-ce pas, un respect considérable
qu'il peut marquer envers celui-là. Je ne veux pas ici réfuter le fait que les conditions de l'enseignant peuvent aussi pousser l'enfant à lui accorder un mépris quelconque. Je ne refuse pas tout ça. C'est également un autre facteur qu'on attend décrier sur les conditions de travail de l'enseignant qui ne porte pas, n'est-ce pas, à lui donner l'honneur qu'il faut pour faire face à son métier. Mais toutefois, il ne faudrait pas que nous confondions cet honneur à la délinquance qui est montante. La délinquance montante, c'est ça que nous sommes là aujourd'hui pour fustiger, et c'est de ce côté qu'on peut chercher à retrouver les solutions. Comment faire pour réduire, n'est-ce pas, cette montée-là. Nous avons parlé aujourd'hui du contrôle, de la présence des objets, des armes blanches dans l'établissement. Effectivement, voilà un côté qui est très dangereux. Mais qu'est-ce que nous pouvons mettre en œuvre? Dans aucun pays du monde, on a mis un policier derrière chaque élève. Si vous prenez un exemple, à défaut de nous retrouver avec un détecteur spécial de métaux, je ne parle pas des baguettes de détection de métaux que nous avons ici, qu'on caresse une personne avec, qu'on peut prendre 10 heures de temps pour contrôler 1000 élèves. Or, on a affaire à 4000 élèves. Donc, c'est pour dire, on a affaire à 4000 élèves, même ne serait-ce que ce petit contrôle de métaux ne suffit pas pour assurer la sécurité dans l'établissement. C'est pour cela que le discours qu'on doit porter, que les leaders doivent porter, que de la société civile, les hommes politiques, les hommes religieux doivent porter en permanence dans la société. Et je ne veux pas ici écarter les médias qui peuvent même aussi créer même des programmes d'éducation civique pour essayer de relayer tout cet enseignement-là. C'est ça qui doit tenter à réduire, n'est-ce pas, cette criminalité dans les milieux scolaires. Mais s'il faut que nous étalons le débat dans les conditions de travail de l'enseignant, je me dis, c'est un autre débat et nous pourrons encore en prendre autant, n'est-ce pas, d'espace pour pouvoir débattre sur ces conditions de travail de l'enseignant. Docteur Tchomo, il faut aussi ajouter à ça la consommation des stupéfiants qui peuvent amener les élèves à avoir un tel comportement. Oui, Bouba, j'aimerais qu'on centralise un peu le débat. Vous voyez, il y a violence à l'école. Alors les hommes politiques, je ne leur en veux pas, mais je souhaiterais que nous restions vraiment dans le domaine, celui de cet échec, parce que je considère la violence comme un échec. Pas l'échec d'un système, parce que dès qu'on dit système, les gens parlent du système politique, non. En tant qu'éducateur, je peux encore accepter que c'est l'échec du système éducatif. Pas nécessairement du système... Dès qu'on dit système, les gens voient le système politique. Aucun parti au monde ne peut prôner la violence, surtout à l'école. Surtout à l'école. Et je l'ai dit tantôt, centralisons le débat. Il y a eu un acte. Revenons sur cet acte. Et pour moi, cet acte est odieux. Peut-être qu'il n'est pas répréhensible, entre guillemets, mais il est odieux. Pas répréhensible dans le contexte où j'aurais bien voulu qu'on demande à l'enfant quelles ont été ses motivations. Qu'est-ce qui a poussé l'enfant à poser un tel acte? Alors je pose ici la question d'un psychologue dans les écoles. Puisqu'il faut, le psychologue pour moi c'est comme un épurateur. Comme un épurateur. L'enfant n'a pas posé cet acte une fois. Il a menacé le professeur de français. L'enfant est agressif aux yeux des enseignants, de plusieurs enseignants. La solution peut-être, à mon avis, n'était pas de le mettre immédiatement sur les côtés. Peut-être de demander de causer avec l'enfant. Qu'est-ce qu'il a comme problème? Est-ce que c'est un enfant équilibré? Est-ce que l'enfant prend, entre guillemets, son goûter à la maison? Est-ce que ses parents ont une certaine stabilité? Parce qu'il faut faire toutes ces analyses-là. Est-ce que les deux parents s'aiment bien à la maison? Est-ce que l'enfant est équilibré? Est-ce que il a d'un côté son père et sa mère qui lui apportent tout ce soutien-là? Auquel cas, Bouba, je ne peux pas avoir un enfant qui sorte d'une famille équilibrée qui se comporte comme ça. Non. Il faut interroger, pas seulement l'acte de l'enfant, mais interroger également sa famille. Est-ce que l'enfant, au moment où il pose cet acte, est conscient de ce qu'il fait, de ce qu'il est en train de faire? L'enfant a 15 ans.
cet âge, on sait, c'est un adolescent. Il veut montrer à ses camarades, aux petites filles, que c'est lui le joker. C'est lui, regardez même les accoutrements aujourd'hui dans les lycées. Les enfants mettent des pantalons, ils mettent des tenues, peut-être de leur 4e cadet. Et ils passent impunément. Et dès lors qu'un surveillant général s'accroche à cela, le parent plutôt lui dit, est-ce que c'est toi qui achètes les tenues à mes enfants? Il n'a qu'à faire comme il veut. Tu es là pour lui enseigner, pour lui donner des connaissances. Tu n'es pas là pour éduquer mon fils. C'est-à-dire quand bien même que l'enfant refuse de se conformer aux règles et règlements de l'établissement, mais le parent trouve toujours une excuse pour son enfant. Je vous dis qu'ils viennent à l'école menacer le surveillant général, menacer le censeur. Pourquoi pas le proviseur? On l'a dit tantôt. Donc le parent, bien qu'il soit... C'est vrai qu'il est à la base de toute cette agressivité-là. Les enfants sont devenus agressifs. Ça, la faute, moi je dis toujours, la faute aux parents. Et je parlais d'une rupture de ce partenariat-là. Acceptons bien, l'enfant passe beaucoup plus de temps avec son enseignant. Mais en quoi c'est-à-dire la représentation de l'enseignant. L'enseignant, c'est quoi pour lui? L'enseignant, c'est quoi pour... C'est qui pour l'élève? Je l'ai dit tantôt, nous, quand on voyait l'enseignant, pour nous, c'était vraiment Dieu le Père. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'il est devenu? Qu'est-ce qu'il est devenu? Bon, on dit que l'enseignant est pauvre, l'enseignant est clochardisé, c'est vrai, l'enseignant c'est un mendiant et tout. Mais au-delà de tout cela, c'est pas parce qu'on est pauvre qu'on doit perdre, comment j'appelle ça? Qu'on doit perdre ses valeurs. On doit quand même une petite part de dignité, M. Ngomna. On doit quand même rester digne devant toutes ces vicissitudes de la vie. Mais la dernière fois, vous avez vu des enseignants du supérieur, des docteurs PhD assis à même le sol. Et quand même si vous ne vous respectez pas, respectez quand même votre statut, votre titre. Un docteur PhD, quand même, ça ne s'assoit pas même le sol. Ça a quand même finalement payé, parce que finalement, ils ont obtenu ce qu'ils voulaient. Donc, tous les moyens sont bons quand ils sont efficaces. Quand ils sont efficaces. Alors, Christian, entendre parler, Nelson, vous êtes une excroissance du gouvernement, une histoire de petits copains, vous partagez des avantages. Alors, concrètement, est-ce que les appelés, quel est l'apport des appelés dans la lutte contre l'incivisme, la morale, les valeurs et autres? Vous faites quoi au quotidien? Ok, merci M. Ngomna. Déjà, il faudrait peut-être rappeler à mon voisin que c'est vrai, on peut être dans l'émotion de l'opposition et autres, il ne faudrait pas cependant dire des choses qui vont dans un sens à appeler des institutions trucs. C'est pas très civique pour un ingénieur. Et je pourrais dire ici que c'est vrai, vous êtes dans deux partis opposés, mais moi je vous convoque à adhérer à notre parti qui est pour la promotion des valeurs civiques, patriotiques et d'intégration nationale. Et il dit que ce qui est dit, M. Ngomna, c'est pas cela. Les appelés ont pour vocation, après avoir passé leur formation au rayonnement moral dans des centres réglementés, d'implémenter les acquis de la formation dans leur environnement immédiat. Y compris les établissements. Y compris les établissements scolaires. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a cet impact-là sur les établissements? J'y arrive, M. Ngomna. Et nous avons donc des cadres privilégiés pour l'expression de cela, que sont les clubs d'éducation civique et d'intégration nationale, qui sont animés par les appelés du service civique national de participation au développement. Ils sont là pour appeler à la conscience nationale les bonnes habitudes républicaines, les pratiques de la morale, les bases, merci, bonjour, la politesse, pas en utilisant des termes quand même pudiques, pas des termes comme un truc où vient m'arrêter et tout. Parce que lorsque vous faites la promotion de on appelle ça comment? La résistance aux autorités, c'est pas un exemple, c'est pas pour
souscrit à tout ce que nos amis du parti au pouvoir disent ici, non, mais c'est une action républicaine. Il faut respecter les autorités, il faut respecter les institutions, parce que ces institutions-là nous représentent. L'État, c'est nous. L'État, c'est pas deux personnes, c'est nous qui constituons l'État. Et c'est en cela que les pouvoirs publics ont pensé que face à cette situation du recul de la moralité, il fallait réactiver le service civique qui est la solution pour le retour aux bonnes habitudes. Et nos missions en tant qu'appelés, c'est justement donc d'impacter positivement par des comportements moraux sains notre environnement immédiat, nos camarades, nos amis au quartier. Ceux qui sont passés au service civique aujourd'hui sont des modèles. Nous, on a eu quelqu'un qui allait au service civique QV 2019, c'est une anecdote ici, qui consommait allègrement les stupéfiants. Il sortait même du camp, tardivement dans la nuit pour aller se ravitailler à Madagascar. Quand on a pu donc le récupérer, il a passé sa désintoxication là-bas. Et ça a permis qu'au sorti de là, puisque le gars ne mangeait pas, il était tout amaigri, au sorti de là, il avait l'embonpoint et il nous a dit qu'il devait abandonner ce comportement. Sa mère était en joie et pleurait de joie. Et aujourd'hui, c'est un exemple. Il nous a par exemple dit ce qui se passe, parce que ce qui s'est passé l'autre jour, les causes lointaines d'un comportement comme celui-là, c'est naturellement la consommation des stupéfiants. Ça, il faut le reconnaître, parce qu'il faut être véritablement possédé par quelque chose de très fort pour se lever et poignarder quelqu'un. Parce que même pour tuer un chat, c'est pas facile. Il faut donc être animé de quelque chose de très fort pour aller faire ça. Et c'est pourquoi j'interpelle ici, nous interpellons ici les pouvoirs publics à être plus rigoureux, et même la société. Nous savons qui vend ces stupéfiants-là. Ce sont nos docteurs, trivialement appelés au quartier là, puisque ce sont des révélations que nos sources et appelés qui consommaient ces affaires nous ont dit. Ce sont eux qui sont les distributeurs de cette affaire. Ils ont les dealers qui sont en 5e. Quand moi j'étais au lycée bilingue, en terminale en 2016, celui qui était le plus grand dealer au lycée bilingue était en 5e. Grand dealer. J'ai dit grand dealer. En 5e. Et son adjoint était en seconde. On l'appelait le 6. Vous comprenez, j'étais donc là, on avait ces informations-là, que voilà comment les choses se passent. C'est pourquoi nous interpellons encore les parents. Je voudrais un peu évacuer ce que mon voisin d'à côté a dit, que vraiment la vie est difficile, les parents peinent et tout. Mais si la vie est difficile, ne faites pas les enfants. Il faut pas faire des enfants. Pour faire un enfant, c'est un projet sérieux. C'est un projet sérieux. Nos parents qui vivaient en campagne, la vie n'était pas aussi facile que ça. Il fallait parcourir des kilomètres pour déterrer un peu de manioc et autres. Parfois, le premier repas, c'était à 22h. Il y a 4 ans, on se levait, mais il y avait le respect de certaines valeurs. Donc, il ne faut pas mettre tout dans le cadre du système et autres. Nous devons reconnaître humblement que chacun de nous a fait cela. Même vous qui aspirez à gouverner ce pays un jour. Mais si la société est dans ce sens-là, vous-même, vous aurez du mal à le faire. Parce que ce que vous faites aux autres, les gens aussi vont dire que fichez-nous le cas, venez nous arrêter. Donc, je pense qu'il faudrait qu'on reste dans le sens objectif de la question, trouver des solutions et non se balancer des douceurs politiques ici pour montrer que tel est mieux que l'autre et tout. Ça ne va pas régler le problème. C'est pourquoi je vous invite, monsieur Ngom Napouchité, je vous invite à adhérer au parti national qu'est la promotion du civisme. Laissez d'abord ces entités qui vous poussent à dire des choses parfois erronées ici. Merci. Alors, avant de passer aux solutions, parce que nous n'avons plus beaucoup de temps, je voulais quand même, avec l'aide de la réalisation, prendre cette image encore, qui est interdite aux âmes très sensibles, avec ce qui s'est passé ce soir, cet après-midi, dans un autre lycée, du côté d'Obala, avec deux élèves qui étaient en bagarre et puis ils jouaient aux cartes
Je crois qu'il y a eu un élève qui a perdu son doigt parce que le Djambo, ça n'a pas bien tourné pour celui-là. Et donc, finalement, il a vu son doigt taillé comme des saucissons. Donc, c'était quand même voir des élèves de classe de première, de terminale, arriver à des images aussi pareilles, ça craint énormément. Alors, on fait un dernier tour de table pour les solutions maintenant. Comment on fait pour que la violence qu'il y a, pour cesser ce regain de violence dans nos établissements? En fait, on ne trouvera jamais de solution si on n'identifie pas le problème. Et maintenant, je vais invoquer ici la macroéconomie. La macroéconomie, c'est cette science-là qui étudie les problèmes économiques dans l'ensemble. Et c'est un ensemble de micro-problèmes qu'on transforme, qu'on associe et puis ça devient macro. Alors quand il a invoqué l'adage banto qui dit quand on montre la lune à l'enfant, il regarde le doigt. En fait, ça c'est cette expression-là, c'est un problème macro. Et maintenant, le doigt, le regard de l'enfant est autre action des micros. Alors, si je dis ça, c'est pour dire qu'en fait, si on ne met pas bout à bout tous les éléments qui ont conduit à ça, et on vient juste à la conséquence, on vient juste soigner la conséquence, on aura un problème. On ne soigne pas la plaie sans regarder le ganglion qui est à l'intérieur. Vous voyez un peu? Et c'est ça. Alors, quand je dis ça, je dirais que tant que les pouvoirs publics ne vont pas faire leur travail, tant qu'on ne va pas promouvoir l'excellence, tant qu'on ne va pas promouvoir les valeurs qui vont maintenant faire en sorte que les enfants s'inspirent de ces valeurs-là. Parce que au Cameroun, il y a des repères. On a des jeunes qui pourraient être des repères pour d'autres. Il y a une grande école de mathématiques dans le sud-ouest, là-bas, à Limbe, l'IEMS. Là-bas, c'est pas tout le monde qui va là-bas. Et je vais pas les appeler les élus, ceux qui réussissent le concours d'entrée à cette école-là sont par excellence déjà les modèles. Vous comprenez un peu? Mais combien de fois est-ce que on fait la promotion des modèles qu'on a au Cameroun? On a par exemple un jeune compatriote qui est du côté, qui est enseignant au MIT. Il a moins de 30 ans, Arsène Théma. Oui. Combien de fois est-ce que on a fait la promotion de ce genre de Camerounais là? Non, on ne le fait pas. Alors, permettez-moi, on a un problème. On a un problème parce que mon jeune copaniste tout à l'heure a fini de nous dire, mais il nous a pas dit en fait d'où ils sortent, comment ça se fait qu'on en entend parler qu'aujourd'hui, par exemple, moi je suis à l'affût de l'actualité, tous les jeunes aujourd'hui sont sur les réseaux sociaux, ça veut dire que quand il y a une information, tu touches chez toi et puis c'est déjà là-bas. Mais comment est-ce qu'ils font pour ne pas être connus? Si ce n'est pas une entité à l'intérieur là-bas, comme on en a vu tant d'autres au Cameroun pour justifier les budgets, comment est-ce qu'ils font? Et si on n'identifie pas le problème, on va toujours saupoudrer, on n'aura jamais de solution. Les mêmes causes vont produire les mêmes effets. Monsieur Fedieu. Je vais quand même dire que le service civil national, bon, peut-être lui, je me donne qu'il est jeune. Je parle des appelés. Mais même des appelés, je crois, c'est toujours des prolongements du service civil national. Et qu'on les voit même défiler pendant les activités de jeunesse un peu de partout. On voit même pendant les rencontres avec des détenus là-bas. Maintenant, je voudrais dire une chose. Très rapidement, on est dans les solutions. Oui, on n'a plus beaucoup de temps. Il faut déjà que la société soit perceptible face au discours que le gouvernement peut envoyer à leur endroit. Voyez-vous, Bouba, le copanaliste vient de soulever un point de droit de l'enfant qui est très pertinent. La déclaration de droit de l'enfant, dans son préambule, dit quoi? Que l'enfant est universellement reconnu comme l'être humain qui doit pouvoir se développer intellectuellement, moralement, socialement, spirituellement, en toute liberté et en toute dignité. Alors, et là, ça fait partie, n'est-ce pas, des conventions que nous avons ratifiées. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire en quelque sorte que, vous voyez, quand on applique ça naïvement chez nous, ça donne un peu de culot aux enfants, à telle enseigne qu'il suffit que vous abordez le problème lié à l'enfant n'importe comment pour que déjà l'UNICEF se lève
contre le gouvernement. Donc, et c'est pour ça que la pédagogie est très importante envers la communauté éducative. Les parents, l'État de son côté, je voudrais un peu prêter à mon On n'a plus beaucoup de temps. L'État quand même a dû faire quelque chose dans le décret 2001 du 19 février qui portait sur la réorganisation des établissements en rapprochant les parents des enseignants pour en faire ce qu'ils appellent aujourd'hui les APEE, pour permettre aux parents d'être pro des enseignants parce que c'est eux qui entreprennent l'action d'éducation qui est complétée à l'école. Donc en un mot, leader politique, leader d'opinion, aider l'État à porter le message dans la société, qu'on soit réceptif, qu'on ne soit pas tout simplement dans la critique de l'État. Docteur Choumou. Oui, bon, merci Bouba. N'étant pas dans la violence sociale, moi je suis dans la violence à l'école, n'est-ce pas? Il faut donner beaucoup plus du poids à la discipline à l'école. Donnons du poids au service de la discipline dans les écoles. Il faut renouer avec le partenariat parents-enseignants. Voilà des solutions. Vraiment, les solutions politiques ne nous intéressent pas. La politique, peut-être, occupez-vous de la violence dans les quartiers, la violence sociale. Mais vraiment, la violence à l'école, nous avons un service de discipline qu'il faut renforcer. Et le premier policier dans une salle de classe, c'est l'enseignant. Donnez-lui toute sa valeur, donnez-lui tout le pouvoir, le pouvoir est même coercitif, et la discipline, ça va aller. La jeunesse est en perdition au Cameroun, Guy Mathol. Naturellement, et comme solution, nous pensons qu'il faut intensifier le rayonnement moral et civique de notre jeunesse qui est la richesse la plus précieuse de notre pays. Et pour ça, il faudrait donner des moyens aux structures comme l'Agence du service civique national de participation au développement pour davantage faire mieux que ce qu'elle fait déjà. Vous savez, la télévision publique a ce qu'on appelle les droits de redevance audiovisuelle. Pourquoi pas également faire ces droits de redevance du service civique, parce que c'est un problème national qui transcende même nos amis des partis politiques. Et je crois que là, nous verrons dans cette société exemplaire que chacun ici appelle de tous ses voeux. Merci, cher monsieur. C'est terminé pour le débrief aujourd'hui. Juste pour signaler que finalement, la délégation conduite par Ahmad, le président de la Confédération africaine de football, a retenu la date du 9 janvier pour le début de la Coupe d'Afrique Nations 2021. Ce sera le 9 janvier au 6 février au Cameroun. On attend bien sûr que cette date soit confirmée par le COMEX. Peut-être demain on reviendra sur ce débrief pour comprendre si le Cameroun a déjà sa canne dans la poche. Voilà, monsieur, c'est terminé. Demain c'est un autre jour. Bien le bonsoir. Merci.